Bonjour, bonjour. On va commencer dans, allez, 2 minutes. J'attends encore un petit peu et puis je lance. On va commencer sur cette conférence. Ouais, on va appeler ça une conférence. Hein. Le point lundi culture. Culture. Sur l'art japonais, le panorama de l'art japonais. Je cale juste mes slides 2 minutes, histoire d'avoir quand même un truc un peu quali. Et j'arrive. Installez-vous tranquillement, avec un petit peu de thé, hein, un petit matcha. Ou un peu de saké. 18h46. Soyons fous. Et ça va être parti. Je refais juste mon petit tweet. Je partage mon tweet. Pour ceux qui arrivent. Se tweeter, s'auto-retweeter quoi. Ça va être parti. Je fais juste que j'ai pas de coquilles. C'est mieux quand il n'y a pas de coquilles dans les slides. Sinon, je vais me faire taper dessus. Ou pas, peut-être. Ou pas, finalement. Alors... J'essaie juste de mettre en plein écran. Pourquoi je peux pas me mettre en plein écran? J'arrive, hein. Excusez-moi. En même temps, comme ça. Il peut y avoir un peu de... Les gens peuvent arriver. Présente. Je me mets juste
en plein écran et ça va être mieux. C'est parti, bonjour, bonjour. Je mets juste normalement au bon format avec des jolis petits slides, comme d'habitude. Eh bien bonjour, bonsoir, enfin bonjour, bonsoir. 18h48, lundi. J'enlève un peu mon casque parce que comme ça je m'entends, même si je m'entends quand même, c'est quand même plus sympa. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine. Tranquille, bien. Je vérifiais quand même que mon micro était ouvert. C'est quand même beaucoup plus pratique pour s'entendre avec le micro ouvert. Je me rends compte que je suis un petit peu loin. Donc j'ajuste comme d'habitude. C'est un peu mon habitude. Allez savoir pourquoi la cam me fout toujours super loin. Normalement c'est bon. Je vais me baisser un petit peu la lumière. Même si comme ça vous pouvez voir ma tête. Ma tête un petit peu, mais on va un peu baisser parce que moi avec les slides, j'en ai un peu plein la poire. Normalement, là, on est bien. Voilà, comme à la maison. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc, point lundi culture, avec un cas comme Kogesa. Point que je fais donc chaque semaine sur un thème artistique, japonais ou coréen, et qui a pour objectif de vous montrer là, ça va être le panorama des arts du Japon, mais vous montrer les différentes facettes de l'art japonais et l'art coréen, qui sont donc mes deux dadas, qui sont mes deux spécialités, puisque, donc, pour ceux qui me découvrent, je suis spécialiste en art, dans le jargon, je suis expert, et à la fois antiquaire en art japonais et coréen, et donc, en tout cas, principalement japonais. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est dans ces moments d'échange, de discussion, c'est vous montrer les facettes et encore une fois, aller un petit peu plus loin que juste voir des objets que vous pouvez vous trouver dans un musée ou dans une galerie. C'est vous raconter aussi l'histoire derrière ces objets, avec un angle qui est celui, en tout cas une vision qui est celle d'un historien de l'art, puisque dans mon parcours, je vais raconter ma vie, mais c'est pas le but. J'ai fait histoire de l'art notamment, et l'idée c'est apporter une lecture qui est un petit peu différente de ce qu'on peut avoir nous habituellement quand on va se pointer, par exemple, quand on est complètement néophyte, qu'on n'y connaît rien. Dans un musée, on va regarder des pièces, des objets, où je peux aimer le Japon, je peux aimer, j'en sais rien, les animés, le manga, le jeu vidéo, et puis je vais pas forcément aller voir des objets dans un musée, et même dans certains musées. L'autre fois je parlais par exemple du Quai Branly, il y a des belles surprises. Donc l'idée c'est de vous présenter comme ça les lundis des objets, en tout cas une présentation autour de l'art. Soit ça va être un focus sur des objets, soit c'est focus sur un artiste en particulier. Je vous invite à regarder ce que j'ai déjà publié, par exemple sur les Aniwa, les sculptures intercuites, sur Hokusai, la fameuse vague. Donc voilà, je fais des topos comme ça, et comme je dis toujours, vous pouvez me contacter par Twitter ou via Twitch ou TikTok. On va dire que Twitter c'est quand même le plus facile, Kogei-san. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, si vous avez des questions, notamment en plus sur l'art, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour ça. J'ai vraiment cette chaîne pour partager déjà mon amour évidemment pour ces deux cultures, et puis essayer de répondre au maximum à ce que vous pouvez vous poser comme question, voilà, en tout cas sur ces deux domaines. Ça, c'était la grosse intro. Je vais peut-être pas la faire à chaque fois, mais c'est important de réappuyer ça à chaque fois. Donc là, on est sur un gros sujet qui est le panorama des arts du Japon. Pourquoi j'ai voulu faire ce panorama des arts du Japon ? C'était en fait suite à une discussion récente où justement j'ai compris que quand on parle d'art japonais, c'est toujours un peu flou. Alors encore une fois, on peut chacun avoir une connaissance du Japon parce qu'on est rentré dedans via, comme je disais par exemple, les animés, les dessins animés pour nous français, le manga, et puis on va connaître un pan de la culture où aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'influenceurs, Louis San influenceurs, attention,
amoureux du Japon qui partagent leur culture, voilà, pour pas tomber dans le biais du mot influenceur qui est complètement galvaudé. Bref, tout ça pour dire que le Japon, on rentre par plusieurs portes dans cette culture, et donc l'idée ici, c'est pas de rentrer dans des détails, je vais pas faire 3 heures de conférences, parce que finalement, ce que je présente, c'est un peu, on va dire que c'est un peu des conférences live. Le but, c'est que vous puissiez me poser des questions, n'hésitez pas d'ailleurs, hein. Si vous êtes en cours de live, vous pouvez me poser des questions, vous voyez cette vidéo après, en rediff, dispo sur Twitch et sur YouTube. Vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire, évidemment me contacter pour que je puisse y répondre. Bref, le mec ouvert, quoi. Donc n'hésitez pas en tout cas. Et l'idée, donc, pourquoi ce panorama, c'est simplement pour vous montrer les différentes facettes de l'art que vous pouviez peut-être pas forcément imaginer. Alors, je pense qu'il y a plein de choses que vous connaissez, il y a plein de choses que vous avez déjà vues, très probablement. Et l'idée par la suite, c'est de rentrer dans donc les lundis. Hein, je suis parti sur ce rythme du lundi pour présenter des objets. Le lundi, c'est plutôt objet, thématique art. Je prévois aussi le jeudi travailler plutôt sur un mythe, un autre sujet. Voilà. Quand je parle de mythe, ça peut être un sujet qu'on représente. J'en sais rien, par exemple le Daruma, des éléments comme ça. Plutôt de le traiter comme ça, voilà, un peu différemment. En tout cas, pour le moment, je le qualifie comme ça. Maintenant, on pourra en raconter tous les jours. Hein. Et l'idée, c'est quand même de rester comme ça avec des rendez-vous réguliers. Et puis, je vous laisserai regarder les autres rendez-vous, expositions, les matcha time, etc. Bref. Donc, le Japon, le panorama du Japon, je voulais rappeler déjà en intro, c'était que le Japon, on le connaît tous, ok. Mais c'est un pays qui a, qui a 4 îles. Donc, dont évidemment Honshu qui est l'île principale. Je vais prendre mon petit jus, parce que si en intro je commence à m'étouffer, ça va pas le faire. Toujours version ASMR, hein. C'est toujours un plaisir. Donc, ce qui est important, pourquoi je vous montre ça, même si je sais que vous savez, je sais que vous connaissez le Japon, c'est simplement pour bien comprendre qu'en plus, il y a un niveau de lecture au niveau de l'art et de la culture où on peut avoir ce niveau par déjà région, et en plus par ville, en sachant que chacune des villes au Japon a, bon, il ne faut pas trop schématiser, mais à sa spécialité. On a plutôt des coins qui sont plutôt en céramique, et puis par l'histoire du Japon, il y a eu des coins qui étaient plutôt spécialisés, par exemple, dans la forge. Et si je parle de la céramique, par exemple, on a des spécificités par région, avec un savoir-faire par région. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision du Japon qui est vraiment une vision, je ne vais pas dire découpée, mais on ne parle pas de l'art japonais. Enfin, en tout cas, il faut comprendre que quand on parle de l'art japonais, il y a vraiment des sous-distinctions, des choses qu'on n'a pas forcément en France, même si en France, il y a des spécificités entre, j'en sais rien, la Bretagne, ou le travail du bois d'olivier dans le sud. Bon, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que, ou les céramistes, vous allez avoir un peu des céramistes un peu partout. Mais là, c'est vraiment particulier, où c'est vraiment l'artisanat. C'est parce que le pays s'est construit comme ça, hein, autour de régions, de clans, qui avaient chacun leurs besoins, leurs spécificités. Donc, il faut bien voir cette vision-là historique du Japon, qui s'est grandi. Je ne vais pas rentrer sur un cours d'histoire du Japon, hein, mais qui a grandi, qui a évolué avec voilà, ces différentes grandes familles. Je vais appeler ça des familles. Voilà. Ça, c'est vraiment une lecture à avoir, sans rentrer dans le détail, mais derrière, quand on a déjà ces compréhensions-là, ça permet aussi de bien percevoir les différentes facettes de l'art japonais, quel que soit encore une fois le support ou la manière de travailler. Donc, en tout, aujourd'hui, on a 8 régions, le japonais, bon, bref, je ne rentre pas plus dans le détail, mais il faut bien comprendre que c'est comme ça. Je vous ai mis des petites photos sympathiques. Je ne connais pas la demoiselle, si vous me posez la question. Le Fuji, etc. Bref. Le Japon qu'on connaît tous. Ok. Le Japon, c'est un pays qui est amoureux de l'art et de l'artisanat. Pourquoi je parle d'artisanat? Dans ce pays, on va voir dans une même lecture, et ça je le détaillerai un peu plus quand je parlerai notamment d'art Kogei et du Mingei, bon, je reviendrai là-dessus, c'est que l'artisanat, c'est vu comme de l'art. Pareil, en France, un artisan, quand je parle d'artisan, par exemple, qui va faire du bois, qui va faire des objets en bois, je reste sur mes planches à découper, le pain, par exemple. Hein. Un truc simple que vous achetez sur le marché, j'en sais rien, moi, à Nice, quoi. C'est un artisan. Un artisan qui va faire de la ceinture, des boucles de ceinture, bon, c'est un artisan. Mais nous, ici en France, on ne perçoit pas, on peut même le rallier aussi sur d'autres pays, du moins occidentaux, c'est qu'on fait quand même un distinguo
Même si, attention, on peut aimer les pièces, on peut trouver que c'est super beau, on peut trouver que c'est... Voilà, qu'il y a carrément du beau boulot. On fait quand même un distinguo entre ce genre d'objets, quoi, et les objets que vous allez trouver dans les musées ou dans les galeries, où là vous dites c'est de l'art. Donc on fait un distinguo entre art et artisanat. Au Japon, la frontière, elle est très floue entre l'art et l'artisanat, puisqu'on va estimer que finalement, même une pièce artisanale, le monsieur à droite là, qui travaille sur une céramique ou un petit couvercle en bois laqué, c'est de l'artisanat, mais rien que cette pièce-là, bah, on va le percevoir comme de l'art. Au même titre qu'une estampe, au même titre qu'un bol à thé Chawan. Donc ce qui veut dire que tout ce que vous voyez là, ok, ça rentre dans le domaine de l'artisanat, mais c'est de l'art. Bon. Ça, c'est une grosse réflexion qu'on pourrait avoir, on pourrait détailler, oui, mais pourquoi ici? Pareil, c'est lié aussi à l'évolution du pays, de son besoin en termes d'artisanat, les mouvements Arts and Crafts, les mouvements aussi avec la Corée, donc le fameux mouvement Mingei Kogei, ça, voilà. Mais ça, c'est important de comprendre ça. D'un point de vue français-européen, on ne comprend pas forcément. Du type, vous n'allez pas comprendre que dans un musée ou dans un lieu qui normalement va présenter par exemple de l'art, on va voir par exemple des paires de baguettes présentées à côté de bols, Chawan des bols à thé simples. Nous, si on n'a pas la lecture que de se dire que le type qui a fait les petites baguettes, bah c'est peut-être un trésor national et il y a un vrai travail derrière de taille du bois, de ciselure, et ben on rate un truc. Ok, donc ça c'est évidemment pour un japonais, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour nous, occidentaux, bah, il y a un petit step à avoir. C'est-à-dire que voilà, je vous ai mis un petit peu panorama rapide de l'artisanat, où on voit qu'il y a du tissu, on voit qu'il y a des petites sculptures, les petits lapins en poupée, etc. Ok, c'est de l'artisanat, mais certains de ces objets vont, en fonction du regard de chacun, être perçus comme de l'art. Bon, pareil là-dessus, on pourra en faire 2 heures. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut surtout fonctionner au coup de cœur et se dire que tout ce qu'on voit, c'est de l'art, tout simplement. Voilà. Et il n'y a pas de distinguo à faire, et que même si le mec qui a travaillé le petit cahier là, avec une impression, la personne qui a travaillé ça, bah, c'est de l'art. Comme la personne qui a fait les boules de haie, c'est de l'art. Ok, c'est de l'artisanat, mais de l'artisanat, c'est de l'art. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de point de vue. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, pour bien comprendre l'art au Japon et l'artisanat au Japon, il faut avoir cette vision-là. On peut... alors là, je fais un panorama des arts, des principaux, en tout cas, branches artistiques. On a l'art du métal, l'art du bois, l'art céramique et l'art du verre. Dans le métal, on a évidemment les armes et armures. On a les arts déco, la ferronnerie d'art. Dans l'art du bois, ce qui est surtout connu, évidemment tous les objets pour la cérémonie du thé, y compris bambou, les objets pour les fleurs, là typiquement les vases, les objets laqués, l'art de la céramique, évidemment, encore une fois pour le thé, pour la cérémonie du thé, les vases en décoratif, pour le verre, on a surtout les petits verres à saké, vous avez ça très probablement déjà vu, et tout un tas d'objets décoratifs, essentiellement dans l'art contemporain, beaucoup de verres, ça s'est vraiment développé ces dernières années, voilà. Tout ça pour dire qu'on a aussi des branches qui sont vraiment très différentes. Je vous ai remis des exemples. Voilà, une armure, l'art du bois avec par exemple un coffre en bois laqué avec, vous voyez, tout un travail de dorure. Bon, bah, je détaillerai ça une fois. L'art de la céramique, tiens, je zappé mon truc à sauter, c'est pas grave. La céramique, c'est l'art du verre. Et à côté de ça, vous avez mis, que j'ai mis en dessous, hein, des mélanges de matériaux, de couleurs. Le Japon, on va travailler les émaux, on va travailler le bois, la paille, le bambou, on va travailler tout type de matériaux. Donc c'est ça qui est fort, en tout cas dans cette culture, c'est qu'il y a une mixité. On va pas hésiter à mettre, par exemple, sur des boîtes laquées, incrustées, des pièces en nacre. On va pas hésiter à travailler, par exemple, le métal, des tsuba, les gardes de sabre, avec quelquefois des émaux. Des émaux qu'on peut nous imaginer plutôt sur des vases ou voilà, tout ce travail là. Et encore une fois, en plus, là je fais un focus sur vraiment les arts principaux, même dans le tissu, le kimono, chaussettes, tissage, les arts graphiques évidemment, l'ukiyo-e, les paravents, la sculpture bouddhique ou les sculptures plutôt décoratives. Il y a aussi l'art du vitrail, il y a aussi, comme je l'ai en dessous, l'art du jardin, l'art du théâtre, la musique, bref, les arts c'est très très varié. Donc là je reste focus évidemment
essentiellement sur les arts décoratifs, mais il faut bien comprendre que toutes ces branches d'art sont, alors, je ne vais pas dire perméables, mais dans le sens où un artisan, s'il fait par exemple de l'estampe, il ne va pas aller faire du tissu. Ça, on est OK. Par contre, il va pouvoir s'inspirer. Idem, l'artisan, celui qui va faire de la broderie pour des kimonos de mariage, ou il va s'inspirer par exemple de l'estampe, ou il va s'inspirer de la sculpture bouddhique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie communication entre les différentes branches d'art. Ça aussi, c'est peut-être propre à cette culture. Bon, après, c'est la culture en Asie, de toute façon, de ce que je peux voir, moi, bon, évidemment en Corée, mais aussi en Chine ou autre. Il y a vraiment des discours, des vraies passerelles. Chez nous, c'est moins flagrant. Il y en a, mais c'est moins flagrant. Voilà. Donc ça, moi j'aime bien un truc, ça, je parle d'une petite parenthèse concernant l'art coréen, notamment des paravents. Vous avez peut-être dû voir les paravents coréens, parce que j'ai eu une demande ce matin justement par rapport à ça, où on a des paravents, comme des estampes, hein, voilà, sur lesquels on va représenter du mobilier coréen, donc des objets, et avec les livres. Donc voilà, il y a tout un... Ça, c'est hyper intéressant à travailler, parce qu'on voit un support qui est celui du paravent dessiné, et puis dans lequel vous allez présenter des objets. Donc, vous voyez bien que c'est... chaque branche se parle. Ça, c'est aussi une lecture à voir, en tout cas dans l'art japonais. Comme je dis, sur tout ce que je vous montre là, on peut en faire des conférences, des lives, et c'est prévu de toute façon, je rentrerai dans le détail. Encore une fois, si vous donnez... c'est mon quotidien, donc c'est essayer de vous donner une vision sur tout ça. En étant le plus accessible possible. J'essaie d'être le plus accessible possible. En fait, je me rends compte que je suis toujours comme ça, alors que j'ai mon micro, si je me mets là, vous m'entendez aussi bien, puisque je vois le truc du micro, mais j'ai le réflexe de faire ça. Donc on va essayer d'être bien droit. Voilà, j'ai la bouche. Donc tout au long de son histoire, comme je mets, le Japon, il a développé ses formes d'art propres. Je reviens sur l'intro, on garde en tête que le Japon, c'est une île. Hein. Ça, c'est aussi un truc important à avoir en tête. Le Japon, c'est une île. Quand on a une vision complètement externe à l'art, on s'en fout, quoi, en fait. Mais en fait, non. Pour le développement même d'une culture notamment artistique, c'est important. Parce que quand on est une île, on est coupé des autres, on est moins en lien avec les autres, comme a pu être par exemple la Corée, puisque évidemment relié au continent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un développement qui va être différent. Ça aussi, il faut avoir en tête dans tout ce que vous pouvez voir. Ce qui veut dire qu'il y a certains objets que vous allez retrouver uniquement au Japon. Il y a certains objets que vous allez retrouver, alors qui ont pu être inspirés, attention, d'autres choses. Hein. Mais il y a des objets, des choses que, par exemple, comme ici, le vase, qui est donc une période, vraiment la période... historique, hein. Jean-Mon et Yayoi, je vous ai mis les dates, entre 13 000, entre très grand écart. C'est sur mon tweet tout à l'heure, hein, j'ai fait le grand écart. Entre moins 13 000 à 300. Bon, vous voyez là-dedans, sans rentrer encore une fois dans le détail des objets, mais Jean-Mon, on a surtout les vases, on a les sculptures d'Ogu. Les sculptures d'Ogu, ça, vous ne voyez que ça qu'au Japon. Ok, je rentrerai, je pourrais peut-être faire un topo là-dessus, alors peut-être pas faire un truc sur les sculptures d'Ogu, mais peut-être sur l'art de la période Jomon. J'avais fait quelque chose sur les Aniwa. Mais vous voyez, c'est très typique, hein, c'est vraiment particulier les vases en termes de travail de céramique. Idem sur Yayoi. Évidemment, quand on parle de Yayoi, en tout cas quand on s'intéresse à l'art japonais, on pense surtout à la cloche d'Otaku, que vous pouvez voir à droite, là, qui est le fameux bronze. Bon, il y a des choses qui se rapprochent. Hein. On a vu en Corée, j'en reparlerai, je ferai un topo d'ailleurs, je pense, sur les cloches. C'est assez intéressant de travailler du bronze et des cloches. Donc ça, voilà, c'est des choses que vous voyez là-bas. Cette magnifique cloche-là, elle est visible au Met à New York. Donc si vous y allez, ça part comme je disais, hein, en parenthèse, c'est que quand vous allez visiter un musée, par exemple, vous êtes à New York, pour le Metropolitan, vous allez voir l'art moderne, vous allez voir un peu les collections, tout ce qu'il y a. Si vous passez dans la partie Asie, Japon, vous pouvez, si vous aimez le Japon, il faut absolument aller voir cette cloche, quoi, qui est là-bas et qui n'est pas à Tokyo. Hein. Donc c'est ça que je veux dire, c'est aussi l'idée de cette chaîne, c'est vous montrer que quand vous aimez le Japon, vous pouvez trouver des pièces un peu partout, même si vous vous trimballez dans un musée qui n'est pas au Japon, et n'hésitez pas à la regarder, voir ce qu'il y a comme pièce et tout, parce que vous allez tomber sur un truc, tiens, j'ai peut-être vu ça sur un live de Koge-san, pourquoi pas, et ça voudra, comme ça, vous aurez peut-être envie, en tout cas,
plus tard envie de découvrir un peu plus le travail du bronze. Et comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien là sur le live, mais la cloche de Taku, je pense que je ferai un focus vraiment sur cet objet-là, parce que c'est ciselé, c'est un truc de dingue, hein, pour un truc quand même qui date de pas d'hier, hein, Yayoi moins 400 à 300. Hein. Donc voilà, un vrai travail de ciselure comme ce qu'on a pu voir sur la précédente vidéo sur les Aniwa. Bref, donc j'avance sur ça. Hop, pardon. Justement, les Niwa, j'en viens. La période Kofun, donc après, où vous avez plusieurs choses. Hein. Les bijoux, ce qu'on appelle des magatama, qui sont en forme comme ça de gouttes, qu'on retrouve, qui sont idem propres au Japon, que vous retrouvez là-bas. Les sculptures à Niwa, dont les Kofun, ça... Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur les Aniwa, où je détaille très bien tout ça. Le miroir en bronze, les Aniwa, hein, comme je vous ai mis là. Alors, ma photo elle est un petit peu crado là. C'est le fameux cheval Aniwa qui est visible au musée des arts asiatiques de Nice. La vôtre. Qui est franchement à voir. Allez à Nice, moi, évidemment, là, par rapport à ce que je viens de dire avant, vous allez au musée des arts asiatiques, forcément vous vous dites je vais voir des pièces Japon. Bon, bah là vous pouvez pas le louper, c'est une des vraiment des top pièces du musée, même s'il y a évidemment plein de pièces, c'est vraiment mon musée coup de cœur. Voilà. Et ce cheval est à voir. Regardez la vidéo sur la Niwa que j'ai faite. J'en parle, je rentre pas dans le détail, mais c'est de la terre cuite, c'est magnifique. Et voilà, ça c'est de l'art. Voilà, ça c'est de l'art japonais. Okay. Ensuite, on a les périodes Asuka et Nara. Donc Asuka et Nara, notamment Nara 710-794. Nara, c'est connu notamment pour le temple, hein, avec nos amis les daims. D'ailleurs, je crois que c'est pas des daims. Je dis des daims, mais bon, bref. Nos amis les bêtes. Ce qui est intéressant, c'est que Nara, c'est une période, comme je le mets, qui s'est surtout imprégnée de la culture chinoise, qui est vraiment une période particulière, puisque encore une fois, le Japon, c'est une île. Ça, c'est vraiment une période où, entre Asuka et Nara, on a eu l'introduction, comme je le mets, du bouddhisme, qui a changé beaucoup de choses, du moins qui a anglais le développement de l'art dans un certain sens. L'écriture, l'architecture, la sculpture, etc. Donc ça, c'est important aussi de retenir que l'influence de la Chine, elle se fait surtout à ces périodes-là. Donc elle est entre le 6 et 6 et 8e siècle. Ce qui est intéressant là-dedans, on pourrait même faire carrément un focus sur les influences chinoises au Japon. Je me le mets de côté dans ma tête parce que c'est hyper intéressant et on pourrait faire des focus, et ça, je vous dis là on met le doigt dans un truc où on pourrait faire des focus sur l'ensemble des pans artistiques, le tissu, le métal et autres, et à chaque fois essayer de comprendre l'art, en tout cas l'inspiration chinoise. Si je fais un aparté sur le bouddhisme, je ne vais pas vous en raconter 3 heures là, le bouddhisme, mais c'est quand même encore une fois important pour comprendre l'évolution et pour comprendre quand vous allez au Japon, vous allez voir évidemment des temples partout, vous trouverez des temples en pleine ville, en campagne, il y en a partout. Par rapport à l'art, quel est en tout cas l'impact? C'est que l'arrivée du bouddhisme, comme je mets ici, il y a eu des nouveaux supports, des nouveaux matériaux, des nouveaux symboles. Le bouddhisme, il a été utilisé pour renforcer le pouvoir du souverain Tenno. Hein. Je rappelle que la religion en place, à l'époque, c'était Shinto, comme ça l'est encore aujourd'hui. Hein, divinité liée à la nature. Bon, là, vous vous trimballez au Japon aujourd'hui. Je ferai peut-être un focus là-dessus, sur le Shinto, si ça vous intéresse. En tout cas, le Shinto, aujourd'hui, on peut avoir une religion, on peut être bouddhiste et pratiquer le Shinto. Vous savez, c'est tous les temples avec notamment la corde, vous tapez dans les mains, bref, vous priez une divinité. Vous pouvez avoir une autre religion, hein, vous pouvez être même japonais catholiques qui sont Shinto, bref. Le Shinto, et faut savoir que la religion, comme dans toute société, ça a été quand même un élément très fort dans l'univers politique, et dans le cas du Japon, Tenno a justement profité de cette nouvelle tendance, le bouddhisme, pour renforcer sa place. Donc, qui dit bouddhisme, dit / politique, dit forcément on a besoin d'images, on a besoin de matière, hein, donc des sculptures. Je fais un peu le rat.
plus gros rapprochement. Enfin, vous voyez où je veux en venir, quoi. C'est que tous les supports ont été utilisés. On a fait de la sculpture, on a commencé à faire des estampes, on a commencé à faire la déco dans les temples, etc. On va s'inspirer de tendances chinoises, de tendances coréennes. On a, en termes d'écriture, évidemment, le gros sujet, c'est l'usage des kanji pour écrire les textes, notamment les textes religieux, donc documents administratifs. Donc on est sur des personnes qui sont déjà, on n'est pas le peuple de base, hein, on est sur des gens qui sont déjà, on dirait, haut dans la société, qui ont commencé à utiliser tous les kanji, l'écriture chinoise, parce qu'il y avait au Japon, sans refaire l'histoire de l'écrit de la langue japonaise, il n'y avait pas de, en tout cas, il n'y avait pas d'écriture à proprement parler. Donc, c'est important de comprendre le bouddhisme. Encore une fois, j'en fais pas, je vous en fais pas des tartines, hein, parce que on pourrait en faire 2 heures et ça n'a pas de sens. Mais on pourrait rentrer même dans chaque branche du bouddhisme. À voir si je fais ça sur cette chaîne. En tout cas, moi, avec plaisir. Hein, mes grands dadas, c'est le bouddhisme. À droite, notamment, le Amida que je présentais d'ailleurs dans une des photos que j'ai mis, je sais plus où, je crois que c'est sur TikTok ou sur Twitter, j'avais mis avec ce Bouddha-là que j'ai. Très varié. Je vous ai mis en milieu évidemment le Daibutsu, pardon, le grand Bouddha de Kamakura, qu'il faut absolument aller voir, qui est Amida. Je pourrais expliquer aussi ces thèmes-là, si vraiment ça vous botte, expliquer les grandes tendances, rentrer dans le détail et sans faire de l'histoire du bouddhisme, au moins présenter, et ça ce sera plutôt donc le jeudi, sur les mythes, les thèmes, les grandes personnalités, on va dire, du bouddhisme et comment ils ont été représentés. En l'occurrence, on a Amida, on a Nichiren, on a bref, ces différentes têtes, acteurs qui ont été très forts, en tout cas dans l'histoire de la religion et comment ça s'est expliqué à travers l'art. C'est un de mes grands sujets. Voilà. Je vous ai mis, tiens, voilà, par exemple, là, une estampe de Nichiren, donc, qui était un moine donc, qui a commencé en fait au XIIIe siècle, fin du XIIIe siècle, en parallèle du Zen, et ou du mouvement de la terre pure, qu'on appelle la terre pure Amida. Et là, vous voyez, lui est représenté dans l'estampes qui vous fait sûrement penser à une autre estampe très connue, avec une vague. J'en parlais tout à l'heure, hein, justement, ici, la par Kuniyoshi. Vous voyez ici la vague. Je pense que ça vous fait penser à quelque chose. Je vous invite à voir ma vidéo, évidemment, sur la vague de Kanagawa par Okusai. Voilà. Bon, là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on reprend ici le Namyo Renge-kyo, qui est le mantra utilisé par Nichiren. Tout ça dans une estampe. Bon, bref, ça, je pense que j'en ferai un focus là-dessus parce que c'est assez intéressant à regarder comme pièce et qui est présenté là aussi au Met. Donc voilà ce que je disais, au Met de New York. Donc si vous calez un voyage à New York, eh ben, vous pouvez aussi angler votre visite en mode Japon. D'ailleurs, je pense que je vais la retweeter. J'avais fait une petite vidéo sur TikTok sur non, c'était à Washington, sur le musée de la civilisation, où il y a une super zone, quoi, Japon. Enfin, j'ai fait un TikTok, je le retweeterai si vous voulez voir ça. Petite parenthèse avant d'avancer là sur la suite, je vous ai mis le temple à Sensoji au Japon. Ça c'est de l'art, hein, clairement. Hein. L'architecture, c'est de l'art. Et vous allez là-bas, là vous y êtes à 3000%, rien qu'avec la photo vous y êtes. Hein. Je vous fais voyager, hein, c'est aussi le but de cette chaîne. Je le dis assez souvent, mais le but au-delà de partager des éléments de culture, c'est vous faire découvrir, vous faire voyager. Je sais que j'ai beaucoup, par exemple, dans mes contacts, dans mon métier, tous les jours quand je vais faire des objets, je présente des objets à des gens, souvent on me dit vous me faites voyager, parce que souvent on a des personnes qui n'aiment pas prendre l'avion, tout simplement, n'ont pas les moyens d'y aller, d'autant plus qu'en ce moment ça douille un peu quand même. Si je peux faire voyager, et si je peux vous faire voyager, même avec des lives, en essayant d'avoir des belles photos, comme ce Kinkakuji qui est juste magnifique, à la feuille d'or, je pourrais vous raconter son histoire aussi à celui-là. Et ben tant mieux. Donc voilà, si je fais voyager, je vous fais voyager, en plus j'essaie de vous faire apprendre un truc. Que nom de le peuple. Voilà, ouais, génial. Les jardins japonais, ok, les jardins japonais, c'est aussi de l'art.
Moi, ce qui m'intéresse, et peut-être sous l'angle, d'ailleurs l'angle, je me note ça, je vais voir, peut-être avant cet été, je vais essayer de vous faire ça. Je fais toujours, hein, comme vous voyez, je travaille mes supports, hein, pour vous présenter des choses quand même. Faire un focus sur les estampes qui représentent le jardin. Peut-être pas vous faire un truc sur l'histoire du jardin, mais aller plus loin, comme par ici, de Nishi Tadasi, où on voit qu'il y a des estampes. Dans l'estampe, le zen, c'est comment on va représenter le zen, et notamment, un des vecteurs, c'est évidemment le jardin, avec les... je ne vous fais pas le topo, je pense que vous avez déjà vu, avec le râteau, hein. Comment c'est représenté en estampe. Et ça, c'est pas mal du tout. Ici, bon, ça, c'est une estampe qui est moderne, hein. Vous pouvez voir le traitement. On n'est pas sur une vieille estampe, on est vraiment sur des estampes qui sont 20e. Mais c'est très intéressant comme sujet, ne serait-ce qu'en termes de profondeur, de profondeur de champ, de travail vraiment graphique. C'est très graphique. Et en même temps, c'est porteur de sens. De sens, en tout cas, d'un point de vue bouddhique. Je reviens sur mon historique, là j'arrête mon petit focus là sur le bouddhisme. Je reviens sur la période historique. Tout à l'heure je vous parlais des périodes qui évoluent. Là on a une période qui est aussi très importante, c'est la période Heian. Alors la période Heian, c'est 794-1085. Pourquoi elle est importante? C'est parce que la capitale bouge de Tokyo à Kyoto. Donc c'est important, c'est pas très très loin, hein, Tokyo-Kyoto, mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que je mets ici, c'est qu'il y a une monarchie à la chinoise. Ce qui veut dire que toute l'histoire, là, je disais tout à l'heure en disant qu'il y avait quand même un apport de la Chine, évidemment, de l'art chinois, bon, avec notamment le bouddhisme, on a le zen. Là, on a la fondation d'un des très gros temples que vous pouvez visiter au Japon qui s'appelle Okoyasan, donc avec une sculpture bouddhique, comme vous pouvez le voir à droite, qui est là pour purement japonaise, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais si je rentre un petit peu dans le détail, je verrai qu'il y a une certaine inspiration chinoise. Et tout ça pour dire que ce temple-là, il est à voir absolument. Et il est aussi majeur dans l'histoire de l'art japonaise, puisque c'est aussi un temple qui va être reproduit ici et là. C'est une période clé Yan aussi importante. Voilà, je vous fais le panorama, je ne rentre pas dans le détail, c'est pas le but, sinon je rentrerai dans le détail dans chacune de mes personnes. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, à me les poser là pendant le live. Si vous voyez ce live après, encore une fois en rediff sur Twitch ou sur YouTube, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein, même sur YouTube ou sur Twitter. Tiens, j'ai vu ta vidéo. N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Si vous voulez encore une fois que je pousse plus de sujets, même par rapport, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce panorama, pour vous donner aussi des idées, dire c'est peut-être pas mal, ça j'en ai rien à faire, ça m'intéresse. Typiquement le Didu Genji, pourquoi pas faire un focus là-dessus. Didu Genji, je pense que vous avez déjà entendu parler de cet ouvrage, enfin cet ouvrage chef-d'œuvre de l'histoire de l'art japonais et de la littérature évidemment japonaise. Ce qui m'a intéressé dedans, c'est que c'est un roman illustré, donc qui raconte la vie d'un prince, etc. Moi, évidemment, le regard, c'est sur l'aspect graphique. Histoire de l'art, pareil, ça a été un élément très marquant parce qu'on a commencé à représenter des humains, mais surtout des humains dans le style purement japonais qu'on connaît, des stampes avec un travail toujours, un fond en or, doré, pour avoir une profondeur de champ, un travail de finesse au niveau du détail, notamment, comme vous pouvez le voir ici, des cheveux, du mobilier, des tissus. Voilà. C'est vraiment très important. Le Didu Genji, c'est aussi un moment clé dans l'art dans l'histoire de l'art japonaise. Voilà. Et donc ça, je vous en parlerai parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut voir. Je vous ai mis ici un paravent du Didu Genji, là, qui est à Gakushuin dans une université, où il y a un mouvement. Là, vous savez que c'est japonais. Maintenant, pour quelqu'un, si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas capable de me dire si c'est du 8e siècle, du 12e. Voilà. Bon. Donc, ce qui est important, c'est qu'on voit que là, il y a déjà un sens un peu graphique, quoi, qui naît. Et comme je vous dis, question de profondeur de champ, on voit que l'or, hein, c'est pas peint. On est sur de la feuille d'or. Les nuages, on a en haut ce paysage là qui se dévoile, vraiment une vraie question du fond, de la forme et tout ça traité sur un matériau qui c'est pas n'importe quoi. On est sur un paravent ici à 6 panneaux. Idem, je pourrais un petit peu plus rentrer dans le détail, mais là vous êtes vraiment sur le paravent, l'art de la période ayant, clairement. J'avance sur mes slides. Ensuite, on est sur Kamakura.
J'avance dans le temps, là. J'avance dans le temps et c'est... J'aime bien faire ça. Hein. Je vous ai fait un topo, pareil pour pas trop rentrer dans le détail. Là, on est au niveau des périodes de Kamakura jusqu'à Momoyama. Donc là, c'est très grand écart. Je vais être hyper souple à la fin de cette présentation. Entre Kamakura 1085, je vais jusqu'à Momoyama, donc à la période juste avant la période Edo. Vous avez déjà tous entendu parler de la période Edo, 1603. Évidemment, bon, bah là on est sur les périodes de guerre, on est sur les périodes de clans de samouraïs qui se tapent dessus, donc les grandes familles qui se tapent dessus, la cour impériale qui s'efface devant les clans, notamment Minamoto contre les Taira. On a la capitale Kamakura qui devient Kamakura, donc le Kamakura, c'était la slide avec le grand Bouddha et la Butsu là. Incroyable, ville incroyable, allez-y, qui a gardé en plus encore son charme de vieille ville. Franchement, allez sur Kamakura si vous prévoyez un petit voyage au Japon. Et puis, bon, bah, cette période, en tout cas ces périodes de guerre, là aussi je rentre pas dans le détail, on pourrait vraiment, parler de région, période par période. C'est surtout le travail des armes et des armures qui sont perçus, comme je mets ici, comme des véritables œuvres d'art. Il y a un truc que vous connaissez peut-être pas. Alors ça, c'est mon sujet, ça a été mes sujets de recherche. Il y a une spécialité dans l'art japonais, si vraiment il faut en trouver une. Personnellement, la mienne, ce sont les gardes de sable, ce qu'on appelle les tsuba, parce que j'ai vraiment travaillé là-dessus. Je continue d'ailleurs de travailler dessus. Pourquoi ça m'intéresse? Déjà, c'est le travail du métal. Moi, à titre personnel, je suis très sensible au métal, au travail du métal, à la forge et à la ciselure. Vous pouvez voir ça, des petites pièces comme à droite, ce qu'on appelle les menuki, ce qui se place sous les manches. Je vous montrerai ça en détail dans une vidéo. Ce sont des petites pièces qui mesurent quelques centimètres, hein, 3 cm, 4 cm grand max, qui sont donc des petites pièces qui se mettent sous la cordelette pour bien tenir le manche d'un sabre. Et donc, ça s'appelle des menuki. Vous voyez, ce sont des petites pièces qui sont finement ciselées. Donc, vous imaginez une petite pièce là de 3 cm ciselée avec de la dorure, des différents métaux, tout ça patiné. Bref, vous ne faites pas le topo, il faut quand même être capable quand même de ciseler, de travailler les différents outils pour pouvoir arriver à pondre ça. Et ce qu'on a en face de vous, là vous avez les tsuba, les gardes de sabre. Alors, je suis désolé, tiens, sur l'image de droite, j'ai ma tête, mais bon, vous voyez le menuki du dessus. Et ici, vous avez donc des tsuba, les gardes de sabre, qui étaient réalisés par des forgerons spécialisés. Vous aviez des forgerons dont le métier était pendant ces périodes, Muramachi Kamakura jusqu'à Momoyama, qui étaient spécialisés dans la réalisation uniquement des gardes de sabre. Donc on avait des gens qui étaient spécialistes, comme je le mets, des forgerons de lame, c'est-à-dire que, mais ça je rentrerai pareil plus tard dedans, en détail. Imaginez que vous aviez donc des forgerons qui étaient sur commande, travailler les lames, uniquement les lames de sabre. Vous aviez à côté de ça des gens qui étaient plutôt spécialisés dans je ne vais pas dire l'apparat, parce que c'était comme vous pouvez le voir, des belles pièces qui étaient travaillées d'un point de vue artisanal, c'est de la décoration, mais en même temps ça avait une vraie utilité pratique. Je ferai un focus spécial sur les tsuba, je peux en faire que des focus d'ailleurs. Tsuba. Mais la tsuba a notamment un rôle par exemple de poids, évidemment de protection de la main, c'est une garde de sabre, donc première chose, ça sert quand même à éviter de se faire trancher la main, mais si en plus elle peut être belle et si en plus elle peut être ciselée à mon image ou porter vecteur de mes différentes idées, pensées, bouddhiques, mon clan, etc., c'est tout bénef. Bref, là on est vraiment sur des pièces d'art, sur vraiment de l'artisanat, mais de l'art, ce qu'on appelle en tout cas l'art guerrier. Je vous ai mis ici les armures aussi, puisqu'on parle des armes. En anglais, c'est sword fittings. On va aussi avoir les armures de samouraï. Donc, armures, y compris les masques, ce qu'on appelle les mempo, les casques, les kabuto. Vous avez toutes les pièces d'armure. Et ça, je détaillerai. Là, pour le coup, je ferai vraiment quelque chose là-dessus pour vous expliquer l'évolution de l'armure, vous montrer aussi une armure. Ça, c'est prévu pour que je puisse notamment vous montrer un dos, un plastron que j'ai en vidéo. Il faut juste que là, je suis en train de me prendre un boîtier photo pour vraiment je puisse vous montrer les détails. Parce que sinon, si c'est flou, vous n'allez rien comprendre. Vous montrer l'envers du décor. Un dos, comment c'est? Le dos, c'est le plastron. Comment c'est?
Je vous ai mis ici, je vous laisserai me dire en commentaire de quel jeu c'est tiré. Pourquoi je vous l'ai mis? Parce qu'il était quand même super bien réalisé et vraiment typiquement en termes d'armure, voilà, on était bien. Et puis voilà, c'est aussi pourquoi je l'ai mis, c'est parce que ça me permet de vous montrer qu'on peut faire du jeu vidéo, on peut kiffer le Japon, on peut aimer les samouraïs et puis d'un coup on peut se dire ouais, bah tiens en fait mais c'est quoi au fait ce plastron là, c'est quoi ce tissu, c'est quoi? Vous voulez savoir, donc je ferai un focus là-dessus, spécial sur les armures, puisqu'il y a il y a une évolution des armures de samouraï, en fonction de l'évolution évidemment de toute l'histoire de la guerre. On a des samouraïs qui étaient majoritairement cavaliers, on est passé plutôt en mode fantassin, donc évidemment un fantassin n'était pas habillé de la même manière qu'un cavalier, tout ça en fonction des périodes. Est-ce qu'on manie plutôt l'arc, est-ce qu'on manie le sabre, le naginata, etc. Bref, idem. Je vais pas en parler là, sinon on se fait un live nocturne. L'art du casque, des kabuto. Là-dessus aussi, gardez en tête qu'au niveau art, dans les arts guerriers, c'est comme si je rentrais dans une case art guerrier. Dans les arts guerriers, je découpe l'art des montures de sable, l'art de l'armure, l'art du sabre, l'art du casque. Mais dans l'art de casque, je peux même encore découper les choses. Je vais avoir le type, le forgeron qui va créer le casque même, et vous allez voir aussi les forgerons qui vont faire les décorations. Ce qu'on appelle ici les maedate. C'est toutes ces décorations qui sont complémentaires, qui s'ajoutent et qui se changent. Ça aussi, je pourrais vous en montrer. Bref, toutes ces pièces-là qui sont faites par des artisans spécifiques pour décorer le casque. Mais qui n'étaient pas forcément, encore une fois, le même. C'était pas le même artisan qui faisait le casque et sa décoration. Voilà. Idem comme Metsuba et le sabre. Vous avez aussi l'art des selles de cheval. Là, vraiment sur de l'art du cuir, où il y a des choses qui sont magnifiques. L'art j'ai le nom en japonais, c'est les abumi, pour mettre vos pieds. Et là, je perds le nom en français, mais c'est pas grave. Bref, tout ça pour vous dire que vous avez là aussi un art qui est l'art samouraï, qui est vraiment très divers, varié, plusieurs facettes. Ce qui aussi montre que quand on aime l'art, il y a des choses qu'on va aimer, d'autres pas. Il y a des choses, moi je vois, avec des gens, des collectionneurs, des gens qui sont passionnés par une branche, qui vont aimer par exemple les estampes, ou qui vont aimer un sujet, typiquement les samouraïs, et qui vont vouloir collectionner tout ce qui tourne autour des samouraïs. Ou on peut aimer une période, on peut aimer par exemple la période Edo, je vais en parler après, avec les choses qui sont très décoratives, donc plutôt les objets décoratifs, les objets que je vais mettre à la maison, qui vont me servir par exemple ici à ranger la nourriture. Je vais plutôt choisir ce type d'objet. Je vais aimer les samouraïs, je vais aussi potentiellement être spécialisé sur une collection, je vais craquer sur un objet qui sont par exemple les casques de Fantassin, de Jingasa, ou des pièces plus spécifiques comme les pièces de sabre. En termes de... je ferme sur la partie samouraï parce que idem, il y a plein de choses à raconter. Et on rentrera dans le détail de toute façon avec ces lives. Je pense que j'en ai pour une vie entière à faire des lives pour raconter tout ça. On a ensuite une des écoles, je voulais faire un focus. Idem, je pense qu'il sera important de faire un live spécifique pour vous dire tout sur cette fameuse école qui est l'école Kano. Si vous allez dans un musée, vous allez sûrement voir une des... je vous ai mis plusieurs exemples ici, entre une peinture, des paravents, des éventails. C'est sûr, en plus sur un paravent, on représente des éventails. On rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les histoires des paravents coréens. On représentait des objets, notamment des bibliothèques. Bref, là on est sur un style qui est un style Kano, qui a été fondé par Kano Masanobu. Si vous allez dans un musée d'art asiatique, vous allez voir Kano. Dites-vous que Kano Masanobu, c'est celui qui a créé l'école au XVe siècle. Je ne rentre pas plus dans le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est que... pourquoi cette école? C'est que cette école, elle était vachement appréciée par justement les clans là, de samouraïs dont je parlais juste avant. Et cette école a surtout été beaucoup inspirée de la peinture chinoise. On le voit à gauche, sans rentrer dans le détail. Je vous montrerai aussi des peintres chinois 14e, 15e. Voilà, c'est quand même très proche. C'est pas de la copie, c'est de l'inspiration. On a une tendance, hein, notamment au niveau du travail des montagnes, du fond, tout ce côté un petit peu nuageux, bref. Et en fait, cette école, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est très marquant dans l'histoire de l'art japonais, puisqu'ils ont fait de tout.
tout support. Comme je disais, encore une fois, ils ont fait des rouleaux, ils ont fait des paravents, ils ont fait des écrans coulissants, bref. C'est important à retenir parce que eux ont montré que le travail de la peinture pouvait se retrouver partout. Exemple, je suis en train de m'étouffer. Exemple, c'est un château de Nijojo à Kyoto où c'est de la peinture, hein, c'est du travail comme si vous regardiez un tableau, hein, à la vôtre. C'est du Sunny Delight, hein. On n'est pas sur du soju ou du sake pomme, vous inquiétez pas. Donc le château Nijojo Kyoto, où là on est sur l'école Kano. Donc ils ont fait, voilà, il y a de la peinture et on trouve aussi toute cette ambiance là. Ça apprécié évidemment par toute la culture, hein, de l'époque. Et donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est que l'art japonais, comme je disais en introduction, il est perméable. C'est-à-dire que on va pouvoir aimer à l'époque comme aujourd'hui, on va pouvoir aimer de l'art, hein, quelque chose, notamment les dorures, des choses assez fines en termes de travail. Si j'aime un travail fin en termes de peinture, forcément, si je dois me faire faire une Tsuba, donc une carte de sabre, je vais plutôt m'orienter vers un forgeron qui fait le travail assez fin. Vous aimez les belles choses, bon, pas... En plus, si vous avez les moyens, vous n'allez pas voir le pecno du coin qui vous fait des gardes de sabre juste en fer et le truc un peu moche, quoi. Bref, je schématise, mais c'est aussi pour comprendre qu'on est dans un ensemble aussi. Encore une fois, on va aimer les paravents, on va aimer les peintures, on va aimer le travail du métal, on va aimer des belles choses. Un focus que je ferai aussi un petit peu plus tard en détail, c'est l'arrivée notamment des Portugais. Pourquoi je ferai un focus là-dessus? Parce que on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent. Il y a des conférences, mais qui sont un peu pointues quand même sur l'art des Portugais, ce qu'on appelle l'art Namban. Comme je le mets, c'est ce que je disais tout à l'heure. On garde en tête que jusqu'au XVIe siècle, de toute façon, le pays il est fermé. Il y a eu les apports de la Chine, on est d'accord, ok, il y a eu des échanges, mais le pays est fermé. Donc ce qui veut dire qu'en termes de technique, en termes de développement de l'art, on garde en tête que on est en 100% Japon, quoi. 99% Japon. L'apport de culture externe, ça va apporter, comme je mets ici, des techniques, des motifs. À l'époque, comme nous, on a pu voir le japonisme comme exotique, l'Occident, pour les Japonais, c'était exotique. Donc quand on a les Portugais qui sont arrivés, c'est quand même les premiers, hein, qui sont arrivés 1543 au Japon, et bien forcément, alors là, ça a été la déferlante. On a découvert, les Japonais ont découvert complètement un autre monde, d'un point de vue artistique. Après, il y aurait les flamands, donc la peinture flamande, etc. Et voilà, ça va se répercuter dans le travail en termes de motifs. Vous voyez ici le bateau, ce qu'on représente, donc vraiment dans le style japonais. On a un bateau, où je vous mets ici par exemple le paravent, où on va représenter, excusez-moi, pour ce gros chat dans la gorge, ce gros Neko, on va représenter des gens qui ne sont pas japonais, quoi. On va représenter ici, bah, vous voyez, je ne vous fais pas le topo, vous voyez bien que ce monsieur il n'est pas japonais, hein. Enfin attention, à l'époque, hein. Aujourd'hui on a par génération, 3 générations de gens qui sont plutôt eurasiens, profils occidentaux et qui sont pourtant très japonais. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les artistes ont, au-delà de l'apport, mais je ferai un focus là-dessus encore une fois, au-delà de l'apport même culturel et artistique du Portugal et de la Hollande par exemple, on va voir aussi la représentation de ces personnages, on va représenter d'autres choses. On va représenter avec aussi des techniques, hein, des techniques notamment de peinture flamande. Je ferai un focus là-dessus. C'est pour ceux qui me regardent qui sont en histoire de l'art. Là, je vous donne des idées de sujets à travailler. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, comme vous pouvez le voir, toujours dans l'esprit des peintures du Parnavant là, que j'avais pu vous montrer tout à l'heure, on va intégrer dedans des éléments qui sont clairement les éléments occidentaux. Voilà, vous voyez les Portugais ici représentés, ils sont habillés... Ils ne sont pas à la japonaise. Et puis, il y a un style qui est un peu différent. Même dans cette peinture, dans le traitement de cette peinture, qui va être complètement différent de ce qu'on avait pu voir avant. Donc voilà, ça c'est important. Et c'est ce qu'on appelle l'art, comme j'ai mis, Nanban. Alors des fois, vous pouvez le voir écrit, si vous pouvez chercher aussi par vous-même, Namban. Mais en traduction, si je suis vraiment en focus traduction à la japonaise, c'est Nan, N-A-N, Ban. Mais encore une fois, Nam, si vous faites...
vous francisez le truc, le M devant le B, ça fait un M pour info. Donc vous voyez, ici, là, je vous ai fait express focus là, parce que si je vous dis pas que c'est un truc tiré d'un paravent japonais, vous pouvez vous demander si c'est pas tiré d'un tableau que vous avez pu voir, je sais pas, dans un musée à Bruxelles ou un musée à Amsterdam. Vous savez, sur les triptyques que vous avez peut-être dû déjà voir si vous êtes déjà allé. Et ben non, ça c'est tiré d'un paravent d'époque, quoi. Vous voyez le détail des tissus, des choses qu'on voit vraiment pas habituellement finalement sur les peintures japonaises. Donc ça c'est vraiment l'art Nanban pur et dur. Je ferai un focus là-dessus sur la peinture Nanban, puisqu'en fait ce qui est important aussi de voir, hein, dans le Nanban il y a deux grands axes, l'aspect plutôt peinture et l'aspect plutôt mobilier, mobilier surtout marqueterie. Comme vous le voyez ici avec deux exemples. L'un, c'était une boîte avec très intéressante. Ce que vous voyez là, c'est pas juste. On pourrait imaginer que c'est du marqueur, du marqueur, du Posca doré. Non, pas du tout. Tout ça, c'est des éléments qui sont incrustés, des petites tiges de métal de laiton qui sont incrustées pour faire des motifs. Donc, imaginez le travail de ciselure. Il fallait déjà creuser évidemment de bois sur une boîte qui était grande, qui faisait quoi, 30 de mémoire, 30-35 cm par 10 cm, une vraie boîte limite écritoire pour ranger ses stylos et tout. Cette boîte-là, il faut se dire que ça est incrusté des pièces qui sont dedans, et donc une pièce, un objet d'époque qui était, que moi donc que j'ai vu, et qui était encore aujourd'hui en parfait état, quoi, comme neuf, pas de manque. Je veux dire, les éléments incrustés, ils sont pas partis, ils y sont toujours en parfait état. Ce qui veut dire qu'en plus, ce sont des techniques artisanales qui durent dans le temps. C'est pas des choses pérennes. On est vraiment sur de l'artisanat qui passe les siècles, clairement. Et puis à droite, vous avez un autre exemple, qui est un exemple de mobilier qui va se rapprocher des cabinets qu'on trouve en Portugal et en Hollande, avec incrustation de nacre, incrustation de dorure, etc. Où là, typiquement, même si je vous le montre comme ça, je dis même pas que c'est du Japon. Si je vous demande de quel pays c'est, vous n'allez pas me dire Japon. Et pourtant, c'est japonais. Donc je rentrerai là-dedans en détail, aussi sur l'aspect motif, comme je dis, beaucoup d'aspects événements de motifs évidemment catholiques, comme ici les croix. On a des rinceaux, des feuilles, des choses qu'on ne voyait pas au Japon. Forcément, ce sont des choses qui étaient importées finalement de l'Occident. Voilà. Donc si vous avez des questions sur cette partie-là, vous pouvez m'en poser dans Twitch ou dans YouTube. Et puis, encore une fois, je ferai vraiment un focus spécial de Nanban avec deux autres exemples ici, dont mes fameuses Tsuba. Vous allez adorer le Nanban, c'est un truc de dingue. J'avance concernant la grosse partie qu'on connaît, la grosse partie période artistique, c'est Edo. Edo, c'est une grosse période artistique. Pourquoi ? Parce que là, on rentre vraiment, on met les deux pieds dans l'artisanat d'art, avec la volonté d'avoir des objets décoratifs et utiles. Là, on est sur une période de paix. Je n'ai pas trop développé tout à l'heure toute la partie guerre, entre clans. Bon, on garde en tête qu'il y a eu quand même un paquet de siècles là, entre le 11e et début du 17e. Allez, 11e, vraiment tout fin 16e, début 17e, c'était quand même des périodes de guerre où tout le monde se tapait sur la tête, des guerres de clans, guerre aussi entre artisans, c'était moi je travaille mieux que toi, etc. Bon, c'est la guerre. Edo, c'est la période de paix, c'est la réunification du Japon. Edo, donc ex-Tokyo, la capitale devient Tokyo. Le pays s'urbanise, se développe. On a, comme je le mets, une riche bourgeoisie marchande, des échanges qui sont beaucoup plus prononcés avec l'extérieur. Après, il y a eu ça c'est au début, et puis après il y a eu une fermeture, comme je mets, du pays. Idem, faire un topo rien que sur Edo. C'est-à-dire que le pays, en gros, il faut bien retenir que les Portugais, 1543, on va se dire que de 1543 jusqu'au début là, du XVIIe siècle, il y a eu une ouverture vraiment des échanges, clairement. Et puis d'un coup, boum, fermeture. Pourquoi ? Parce que forcément, un pays insulaire, la crainte de l'étranger qui commençait un petit peu à aller un petit peu trop loin, forcément, boum, le Japon s'est refermé comme une huître. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, qu'on est un peu habitué
avec l'effet Covid, ils nous l'ont montré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le christianisme a été aussi interdit. Il y avait quand même cette culture qui était rentrée finalement d'échanges. Comme je vous montre en bas, par exemple, le cabinet, ce petit coffre avec les rinceaux, qui sont clairement purement inspirés de ce qu'on a pu voir avant avec le Nanban. Bref, les artisans sont inspirés de tout ce qu'ils ont pu voir. D'un coup, on les ferme. Et ils continuent à faire en fonction aussi de la demande qui a pu être de plus en plus appuyée durant cette période de paix, puisque finalement, on a donc les samouraïs progressivement vont devenir des nobles pour beaucoup. On a les grandes familles, les clans samouraïs. On va plus trop parler de samouraïs, on va parler de grandes familles qui vont avoir leurs fameux emblèmes, les fameux MON. On va avoir et ça va se retrouver sur les différents objets. Le travail, comme je mets, le travail de la laque, le travail de la céramique, le travail du métal avec les miroirs, etc. Je vous mets ici un focus juste sur le travail de la laque parce que c'est important, parce que la laque, on la retrouve clairement partout, et surtout à l'ère d'Edo. Et ce qui est important là-dedans, je suis désolé, je coupe un peu mon téléphone, là. C'est quand même mieux. Excusez-moi 30 secondes. C'est que le travail de la laque, c'est vraiment quelque chose qui était très demandé à l'époque. Et notamment en termes de soit de création de boîtes, comme vous pouvez le voir à droite, création de boîtes qui sont à plusieurs niveaux. Je pourrais vous en montrer laquées. Ça c'est sur commande avec la représentation de rinceaux, de fleurs, d'animaux. Ici vous avez la représentation d'emblèmes, des emblèmes de clans, des familles. Donc on est sur quelque chose qui était vraiment à l'époque, notamment l'emblème des Tokugawa, que vous pouvez voir ici, qui se reprend un petit peu partout, sur commande. Tout ça, c'est des commandes, ce sont des artisans qui travaillaient uniquement la laque et qui étaient réputés à l'époque et objets qu'on a aujourd'hui et qui sont aujourd'hui très demandés. Voilà, ça c'est vraiment l'art de la période Edo. On a aussi le travail des émaux. Le travail des émaux qui est aussi important. Pourquoi je dis ça? Parce que le travail des émaux, c'est un vrai travail artisanal. C'est un vrai travail qui, aujourd'hui, clairement se fait quasiment plus. Enfin voilà, on a les familles qui font aujourd'hui des émaux, ils se comptent sur les doigts de la main. Les émaux, c'est vous avez des les émaux, donc c'est un travail de métal. Je détaillerai, j'expliquerai un petit peu plus comment ça fonctionne, mais vous avez donc des pièces qui sont ici par exemple un plat ciselé dans lequel on va mettre des pièces en verre coloré pour faire tout ce travail d'émail. Donc ça se retrouve aussi notamment sur les tsuba. Les émaux, ça s'appelle Shippo, c'est Asashi de PO, et ça se retrouve notamment fin 19e, essentiellement fin 19e. Un autre exemple aussi d'émaux cloisonnés qui sont assez intéressants sur des vases, et là, qui vont imiter par exemple le bois laqué. Ensuite, j'avance. Ouais. Le 19e, c'est aussi une période qui est phare, évidemment, pour le travail de l'estampe. Le travail de l'estampe, pourquoi? Parce que l'estampe, c'est donc une gravure. Je confère ma petite vidéo sur la vague de Kanagawa. Ce qui est intéressant, c'est que l'estampe, c'est la gravure sur bois pour faire voyager les personnes qui achètent, faire voyager les riches japonais qui étaient partis dans une région, qui étaient partis voir le Fuji et qui derrière en fait voulaient avoir, comme nous aujourd'hui par exemple la photo, un souvenir de leur passage. Je vous ai mixé un exemple, les 36 vues du mont Fuji de Kusai avec la fameuse vague. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite là-dessus. Et à la différence des peintures, il faut retenir aussi que l'estampe, c'est pour ça que vous allez peut-être pouvoir voir des estampes un peu partout dans les musées, vous retrouvez des estampes, elles ont été reproduites à plusieurs exemplaires. Donc les estampes, je vous expliquerai dans le détail comment ça se passe, mais on est sur de la gravure sur bois, donc chaque planche de bois était donc gravée en fonction d'un motif, et motif, une couleur, et vous allez imprimer sur une feuille, le premier par exemple, le motif, déjà la forme même de cette femme par Toyokuni 3 ici, tac, sur le papier. Vous allez faire une planche de bois avec les motifs du tissu bleu ciel, boum, sur le papier. Le tissu plus foncé, boum, sur le papier, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment la technique de l'estampe et de la gravure sur bois. Donc là, deux exemples. Kitagawa, vous avez Toyokuni, vous avez tout un tas d'artistes
Hiroshige, Okusai, etc., qui sont des artistes réputés de l'estampe. Ensuite, vous avez un autre élément qui peut être, en tout cas, qui peut être intéressant pour vous. C'est la période Meiji. La période Meiji, c'est quoi? C'est après Edo, où il y a eu aussi un élément... Ouais, oui. le message en papier. Juste 2 minutes. Ouais. Normalement, c'est bon. Je pensais que j'avais pas remis mon micro. Là, normalement, mon micro est rallumé. Normalement, c'est bon. Ouais. C'est les messages papier. La période Meiji, donc c'est après Edo. Je passerai sur Edo parce que, encore une fois, Edo, on a comme Meiji, on rentre vraiment art par art. Donc ça, je détaillerai beaucoup plus précisément quand je ferai un focus, par exemple, sur le travail de la laque, vous montrer des boîtes en laque, comment c'est fait, vous montrer vraiment concrètement une boîte, parce que je vous montre des photos, mais c'est aussi, je peux vous montrer quelques objets, voilà, j'en côtoie quand même tous les jours, donc l'idée, c'est de vous montrer les choses, et puis vous donner envie peut-être de découvrir aussi des branches, aller plus loin, comme je disais tout à l'heure, travail du bois, c'est... On peut plonger et être fan et ne collectionner, par exemple, que le bois. La période Meiji, pardon, c'est donc après Edo, où là on est sur l'empereur Meiji. Le Japon là devient une puissance moderne. On est sur une période qui est assez intéressante parce que on est sur des créations plus occidentales. Comme ici par exemple les outils pour fumer, nécessaires à fumer. Vous avez aussi l'art du kimono qui bat son plein pendant cette période, de plus en plus. Donc là, vous voyez, on est sur une société plus moderne. Et ce qui est intéressant là-dedans, je me suis rendu compte que sur le message d'avant, je vous ai remis les dates Edo. Donc, tous les dates Edo, puisque Meiji, on est après. C'est pas grave. Tant pis, écoute pas. Il va falloir que je me mette un truc avec des voix, parce que là, j'ai pas mes voix activées. Un truc, non, des voix comme ça. L'art du kimono, évidemment, donc là on est vraiment, bon, qui s'est développé en phase Edo, mais Edo Meiji, c'est vraiment le boom du kimono qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand on aime la peinture, quand on aime la finesse dans l'art, bah forcément on va vouloir aussi s'habiller d'une certaine manière. Ça, je vous invite à aller voir l'expo Kimono qui est Branly, je crois que j'en parle dans toutes les vidéos. Si vous aimez le tissu, et même si vous kiffez pas forcément, puisque c'est le kimono, si vous aimez le Japon, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Rien que pour pas que ça coûte, franchement, au Quai Branly, vous allez découvrir un truc de dingue au niveau du tissu. Pour les kimonos, je ferai une vidéo notamment pour expliquer, vous montrer un kimono que j'ai, de kimono de mariage, vous montrer un peu plus comment c'est, voilà, concrètement la broderie des kimonos, et puis les techniques, aussi un technique sur les techniques d'impression, puisque c'est un vrai travail le kimono, au même titre que l'estampe. Il va y avoir plusieurs techniques qui ont été utilisées, aussi bien évidemment de broderie que de mise en couleur. Bref, on est sur un monde à part entière aussi au niveau du kimono. Sur les périodes modernes, donc là je passe, vous voyez, je fais vraiment le panorama, mais c'est le but pour vous donner des idées sur les différents sujets possibles et sur lesquels en tout cas on va pouvoir avancer. Et je vais pouvoir vous présenter ici les périodes modernes. Je vous les remets dans l'ordre parce que des fois on parle de Showa, j'ai oublié l'accent sur Showa. Taisho, c'est quoi? Taisho, 1912-1926. Après on a Showa qui est une grande période, 26-89. Et Issei Reiwa, aujourd'hui. On est sur, évidemment là, sur des périodes qui sont très liées avec les échanges avec l'extérieur, notamment la Corée. Je parlerai de Yanagi Soetsu quand je ferai un focus sur le Mingei, sur le Kogei. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est une grande période. Encore une fois, il y a plein de choses à raconter, mais le Mingei, c'est dans cette période, on va dire qu'il y a eu les excès de dorures, de motifs floraux, les motifs portugais. Bon, bref, on en a eu un peu plein les yeux entre Edo et Meiji. Là, des Taisho, on est sur plutôt l'art moderne, un peu comme l'art des arts décoratifs
qu'on va voir ici dans nos contrées. Là-bas, là, on est plutôt dans le naturel, la simplicité, la sincérité. Ce terme de sincérité, il est important dans le Mingei, et c'est ce qui d'ailleurs a été défini par Yanagi Soetsu. Je ferai un focus rien que sur lui, sur le Mingei, qu'est-ce que c'est, puisqu'on parle de Mingei, mais on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop mettre des mots. Voilà. Là, ce que vous avez sous les yeux, on est purement Mingei, on est à la limite du Kogei, donc l'artisanal vraiment. Vous voyez le bambou, le fouet pour le thé, le bol à thé, le chawan. Là, vous voyez quelque chose qui, même si je ne vous en parle pas, vous voyez la différence par rapport à ce que j'ai pu vous présenter avant, d'objets qui sont très marqués en termes de motifs. On n'est pas dans la finesse, quoi. Enfin, attention, dans la finesse. Dans une perception, je dirais, décorative qui va être vraiment très différente. Bon, voilà. La cérémonie du thé, c'est quand même le must de la finesse en art japonais. Je vais terminer sur ce panorama grand écart. Je suis très souple, hein, hyper souple. Sur la création aussi contemporaine, puisqu'on est passé donc sur ces périodes modernes sur quelque chose qui était plus fin, purement traditionnel, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais vraiment un travail fin des matériaux, de la nature, la sensibilité, à quelque chose qui revient aujourd'hui sur vraiment l'artisanat. Donc là, ce que vous voyez là, on est plutôt Kogei. Je remets les slides d'avant. Là, on est plutôt Mingei. Et là, on est plutôt Kogei. On fera un truc là-dessus. Non, on met la slide de fin, j'ai pas fait ma conclusion. Pardon. On voit notamment sur les périodes là, sur 3 artistes qui sont contemporains, qui reprennent par contre, hein, attention, des techniques plutôt traditionnelles dans leur approche, des matériaux, des pigments, de l'usage de l'or, etc. Bref, mais on est sur des céramiques là, 3 céramistes. Pourquoi je vous ai mis des céramistes? Parce qu'on est sur 3 styles différents, 3 styles qui montrent un peu les facettes quand même de cet art aujourd'hui contemporain japonais. Chose que là vous voyez pas souvent en France, voire très rarement. Vous avez quelques présentations. Après ça dépend aussi pour ma part. Hein, je le fais beaucoup au sourcing en fonction de demandes spécifiques de décoration d'intérieur. On me demandait soit un travail d'un artiste en particulier, soit pour décorer une pièce. Bref, vous avez je dirais une vraie vie artisanale d'artistes. Hein. Là, ce que vous voyez, on est sur de l'art. Je reviens sur ce que je disais en entrée, de jeunes artistes japonais qui sont incroyables. Et quand vous voyez ça, pourtant, même si je vous dis pas que c'est japonais, j'enlève des noms en dessous, vous savez que c'est japonais. Alors, je sais pas, le bol à droite, vous voyez qu'il y a un truc qui sort, une certaine... on n'arrive même pas à mettre les mots dessus. Et ben ça, c'est purement Kogei. Ce truc-là, on n'arrive pas à mettre les mots dessus, c'est ça qu'on appelle le Kogei. Et ce que vous voyez à droite, c'est typiquement c'est ça. Tiens, je vous montre sur le bol tout seul. Je vous demande de quel pays, si je vous montre de quel pays il est. Voilà, c'est flagrant que c'est japonais. Bref, ça, on est vraiment sur des objets, on va le rentrer dans la case design, puisqu'on aime bien rentrer les choses dans les cases. Mais au Japon, comme je vous le dis, hein, on rentre pas dans les cases, on a des céramistes qui vont travailler avec d'autres artistes, des choses se mélangent, donc qui vont faire de la sculpture, bon bref. Tout ça, on est vraiment sur un terrain qui est mouvant, et comme je le mets, qui ouvre sur de nouvelles perspectives artisanales et d'art. Et donc, oui, l'entrée facile qui est de dire que le Japon, c'est entre tradition et modernité, et clairement, c'est une phrase que j'utilise jamais, mais dans l'art contemporain japonais, c'est vraiment ça. C'est important de garder en tête que ce qu'on voit là, c'est très marqué par la tradition. Ne serait-ce qu'en termes, encore une fois, du travail même des matériaux et de modernité, parce que voilà, on a des couleurs, des formes, des choses qui sont typiquement, clairement, hein, dans notre temps, qui sont aujourd'hui. Donc c'est ça aussi qu'il faut creuser, mais ça, je rentrerai pareil dans le détail lors de vidéos spécifiques sur le Kogei, spécifiques sur certains artistes. Donc Hinoto Kuniko, qui a un gros coup de cœur. Kunito, une céramique entre glaçure, du mat, du brillant, magnifique. Petit bol à saké
là, celui-ci, là on est sur un vase, là on est sur un bol à chawan, et là on est sur un petit bol à saké qui était, vous vous rendez pas compte sur la photo, mais qui était grand, tu vois, qui est comme ça quoi, hein, qui était tout petit et qui est magnifique. Voilà. Elle fait d'autres pièces aussi, mais magnifique. Donc voilà, j'ai fait un topo, topo rapide, un beau panorama des arts japonais. Évidemment, je vous ai fait un focus sur les principales techniques japonaises qu'on peut voir. J'aurais pu aller beaucoup plus loin aussi. On pourrait se dire que l'origami aussi, c'est de l'art. Ouais, c'est quand même un peu différent. C'est plus une pratique artistique qui est... Il y a des choses, hein, attention. Il y a des artistes qui travaillent l'origami, dont le sujet, dont le médium, c'est le papier. Ça, je n'ai pas de remarque là-dessus. Mais voilà, on pourrait aussi faire des focus sur plein d'autres choses, sur l'ikebana, j'en ai parlé très succinctement, mais on va focus sur l'ikebana, qu'est-ce que c'est l'art des fleurs, et comment ça a aussi imprégné les autres branches artistiques. En tout cas, voilà, c'est un grand panorama. Là-dedans, je pense que vous avez des billes, une photographie, peut-être encore un peu floue, mais de ce qui se fait quand même sur l'art du Japon. Je suis quand même parti de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour ça, avec grand plaisir. Je pourrais même traiter juste en question, un live question-réponse sur Twitch, sur Twitter. Je vais poster cette vidéo sur YouTube, donc vous voyez peut-être cette vidéo d'ailleurs sur YouTube. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Questions en fonction évidemment du sujet. Soit carrément j'en ferai un live, voilà. Soit je vous réponds en direct en commentaire, mais si on peut en partager à d'autres. Avec grand plaisir, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Il va y en avoir plein d'autres. Donc écoutez, je vous dis à bientôt. Les rendez-vous culture avec un K, c'est le lundi 18h30, 19h. Voilà, on part sur un focus comme ça, 45 minutes, 1 heure là, sur l'art japonais ou coréen. Le jeudi plutôt sur un thème central. Et puis les autres jours, un focus sur les expos, les matchs time. Je vous invite à regarder mon calendrier. Puis voilà, il y a tellement de sujets. Là, je pense que là, il y a vraiment matière pour avancer. Il y a vraiment plein de choses à vous raconter. Et voilà, je crois que j'ai bien fait de lancer cette chaîne. En tout cas, je vous dis bonne soirée, je vous dis à bientôt. Et écoutez, encore une fois, à dispo. Ciao, bon lundi, bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Salut!